Bonjour, je m'appelle Caroline Brunel, je suis agronome et conseillère en production laitière caprine pour Lactanet. Je vais vous présenter la capsule numéro 2 qui est un survol des données techniques de la production. Euh, les points qu'on va aborder sont l'élevage des chevrettes. On va aussi aborder la reproduction, la période de tarissement, la production laitière et quelques autres questions générales pour terminer. Je vais commencer par parler de l'élevage des chevrettes. On appelle une chevrette une jeune femelle entre sa naissance et sa première mise bas. Alors, pour la prochaine section, on va parler de l'élevage des chevrettes. L'élevage des chevrettes est un investissement vraiment nécessaire et prioritaire chaque année dans un troupeau de chèvres laitières pour être en mesure de maintenir constante ou augmenter la taille du troupeau, aussi pour améliorer le potentiel génétique du troupeau. Faut jamais oublier que la chevrette d'aujourd'hui, c'est le troupeau de demain. Fait que c'est sûr que c'est rentable là, de s'attarder à ça. Le potentiel génétique de la mère, ça devrait être le premier critère à prendre compte quand on fait le choix des chevrettes de remplacement. La mère doit avoir une bonne production laitière qui est supérieure à la moyenne du troupeau, une bonne composition de son lait en gras et en protéines et un taux de cellules somatiques faible. La conformation de la chevrette, c'est vraiment aussi très important. Elle doit avoir de bons pieds et membres, être exempte de torts comme les doubles trayons, les abcès ou des malformations. La croissance et la santé des chevrettes, c'est d'autres critères très importants à tenir compte. Une chevrette qui a eu des problèmes de santé pendant sa croissance, elle va avoir généralement une moins bonne croissance que les autres. Un gain compensatoire est parfois possible, mais pas dans tous les cas. En plus du poids à la naissance, l'atteinte des poids visés au sevrage à 4 mois et à 7 mois, c'est d'autres critères qui sont très importants qui peuvent avoir un impact sur la future productivité des chevrettes. Idéalement, il y a 4 moments où il va être important là, d'effectuer une pesée des chevrettes: à la naissance, au sevrage, à 4 mois et à la mise à la reproduction vers 7 mois. Le poids optimum à la naissance, il va varier en fonction de la taille de portée. Plus il va y avoir de chevreaux, plus le poids des chevreaux va être petit. Dans tous les cas, le taux de survie des chevreaux va diminuer significativement là, quand le poids à la naissance est inférieur à 3 kg. Et ça, c'est vrai, peu importe la race. Au moment du sevrage, à 2 mois, on vise d'atteindre un poids de 15 kg. Si la chevrette pèse entre 12 et 14 kg, on peut retarder le moment du sevrage jusqu'à l'atteinte du 15 kg. Si la chevrette pèse moins de 12 kg à 2 mois, elle devrait être une candidate à la réforme parce qu'elle ne sera pas en mesure de combler le manque et elle va toujours rester plus petite que les autres. De plus, les chevrettes qui vont atteindre le poids cible de 15 kg à 2 mois vont avoir environ 6 fois plus de chances d'atteindre le poids optimal à la saillie. À l'âge de 4 mois, les chevrettes devraient peser 24 kg. Celles qui ont un poids inférieur à 17 kg devraient être réformées. On vise une mise à la reproduction à 7 mois chez une chevrette qui va peser 32 kg pour la race alpine et 35 kg pour la race Saanen. Si à 7 mois, une chevrette pèse moins de 24 kg, elle devrait être réformée. Les deux facteurs qui influencent le plus la croissance des chevrettes, c'est la santé et l'alimentation. Une chevrette qui a eu un ou des problèmes de santé en jeune âge va avoir généralement un retard de croissance. Selon la gravité de la maladie, le retard peut ou non être récupéré plus tard. Une bonne régie d'alimentation, c'est aussi primordial pour maximiser la croissance des chevrettes, par le fait même diminuer leur temps improductif dans le troupeau. L'alimentation des chevrettes en pré-sevrage va tout d'abord être le colostrum. Le premier repas de colostrum devrait être servi dans les 6 premières heures qui suivent la naissance. C'est à ce moment-là que le transfert des anticorps va être le plus efficace. Après 24 heures de vie, l'intestin de la chevrette devient imperméable, puis le transfert des anticorps entre le colostrum et l'intestin ne se fait plus. La chevrette devrait donc recevoir 2 ou 3 repas de colostrum dans les 24 premières heures.
La quantité à servir par repas va se situer entre 50 et 75 millilitres par kilo de poids vif. La qualité du colostrum est variable d'une chèvre à l'autre. Les animaux en première lactation vont avoir généralement un colostrum moins riche que les multisports. Une moulée qui est appétante, riche en protéines, devrait être servie dès 14 jours d'âge. Plus la chevrette va en manger tôt et en grande quantité, plus elle va avoir de chances d'atteindre le poids visé au sevrage. Le foin, lui, devrait être servi plus tard. À cet âge-là, le rumen de la chevrette qui est très peu développé, puis la moulée, c'est l'aliment qui est le plus important pour le développement des papilles du rumen. De l'eau devrait aussi être servie en même temps que la moulée. Sa disponibilité va avoir un effet direct sur la quantité de concentré qui va être consommée. Les deux critères les plus importants pour pouvoir procéder au sevrage des chevrettes, c'est le poids et la consommation de moulée. Les chevrettes devraient peser un minimum de 14 kilos et consommer au moins 200 grammes de concentré. Pour les producteurs qui utilisent les chaudières multitétines, le sevrage va être progressif, c'est-à-dire qu'un seul repas de lait va être distribué pendant 3 à 5 jours avant d'arrêter complètement la distribution du lait. Pour les producteurs qui utilisent une louve, le sevrage doit être radical, c'est-à-dire que du jour au lendemain, on va débrancher la louve et puis les chevrettes n'auront plus accès au lait. Il ne faut surtout pas arrêter la louve quelques heures et la repartir ensuite parce que les chevrettes vont se gaver et ça pourrait causer des ballonnements ou d'autres problèmes digestifs. Il n'est également pas recommandé de modifier la concentration de lait lors du sevrage. Avant le sevrage, on veut maximiser la croissance des papilles du rumen en servant de la moulée. Après le sevrage, on veut plutôt développer la capacité du rumen. Il faut donc maximiser le plus possible la consommation de fourrage. Un foin sec de bonne qualité doit être servi jusqu'à l'âge d'au moins 4 mois. Après cet âge, on peut utiliser de l'ensilage. Du sevrage à 4 mois, les chevrettes peuvent manger jusqu'à 800 grammes de foin par jour. Après 4 mois, on vise au moins 1,2 kg de foin. Les, les concentrés servis vont être ajustés selon la qualité du fourrage qui est consommé. Une autre chose qui est importante à valider, c'est l'état de chair des chevrettes gestantes. Les chevrettes devraient avoir un état de chair moyen qui tourne autour de 3. Il est aussi important de valider la densité de chevrettes par parc ainsi que la longueur de mangeoire qui est disponible. Le moment le plus important à bien gérer, c'est la préparation à la mise bas, c'est-à-dire les 3-4 dernières semaines de gestation. L'alimentation doit s'approcher progressivement de celle qui va être reçue en début de lactation. Il faut donc commencer à servir les mêmes aliments que pour les chèvres en lait, servir environ 60 des concentrés qui vont être servis en début de lactation. Pour ce qui est des données qui sont recueillies dans le contrôle laitier, c'est plutôt des données pour les animaux en lactation. Il n'y a donc pas beaucoup de données sur l'élevage. Pour être en mesure de faire un bon suivi des animaux de remplacement, ben, il est nécessaire d'avoir un registre des naissances et aussi un registre des pesées. Il va permettre de faire un bon suivi de la croissance pour être en mesure de réagir au bon moment s'il y a un problème. Maintenant, on serait rendu à la prochaine section qui va parler de reproduction et période de tarissement.
Comme chez tous les mammifères, la production de lait va être dépendante du cycle reproductif. La reproduction des chèvres fait donc partie intégrante de la régie de l'élevage. Chez la chèvre, l'activité sexuelle et par conséquent la production laitière sont très saisonnées. Cette saisonnalité va poser problème par rapport à la demande qui est répartie tout au long de l'année. Pour répondre aux exigences du marché, les producteurs ont généralement pour objectif d'étaler la production laitière sur l'année. Ça va imposer une bonne maîtrise de la reproduction en mettant en œuvre des stratégies particulières pour contourner la saison sexuelle naturelle. Chez les caprins, l'activité de reproduction va être restreinte à une période de l'année en raison de leur sensibilité au changement de la durée d'éclairement quotidien, qu'on appelle la photopériode. L'activité sexuelle va se déclencher lorsque le jour diminue, après le solstice d'été, et va se terminer en fin d'hiver, lorsque les jours commencent à se rallonger. L'espèce caprine, c'est donc une espèce de jour court. En moyenne, la saison sexuelle va s'étendre entre la mi-août et janvier-février. Le cycle estral va durer environ 21 jours et les chaleurs de 24 à 48 heures. Le reste de l'année correspond à une période de repos sexuel qu'on appelle aussi anestrus saisonnier. La variation saisonnière de l'activité sexuelle sont liées à la sécrétion d'une hormone, la mélatonine. La mélatonine, c'est uniquement sécrété pendant la nuit. Au printemps, quand les nuits sont courtes, la sécrétion est moindre. Au contraire, en automne, la durée de la nuit augmente, la sécrétion devient plus importante, ce qui va stimuler la fonction de reproduction. Pourquoi c'est important de désaisonner les chèvres? En fait, si les chèvres ne sont pas désaisonnées, elles vont être accouplées à l'automne, elles vont être taries 2 mois pendant l'hiver, puis elles vont mettre bas au printemps. Elles auront donc une importante période de production laitière qui va diminuer par la suite de façon graduelle pour arrêter complètement l'hiver. Ça apporte une grande quantité de lait au printemps et presque plus de production à l'automne. Pour étaler la production sur toute l'année, fournir du lait de façon plus stable, il est important qu'une partie du troupeau soit désaisonnée. Il est possible de contourner le caractère saisonnier de la reproduction en ayant recours à différentes techniques comme les traitements hormonaux, les traitements photopériodiques et aussi l'effet Book. Les traitements hormonaux, ils vont consister à mimer certains mécanismes qui contrôlent le cycle sexuel afin d'induire l'ovulation et la chaleur chez des chèvres en anestrus saisonnier et aussi de synchroniser le moment d'apparition des chaleurs pour faciliter la pratique de l'insémination artificielle. Elle va reposer sur l'utilisation d'hormones naturelles apportées à l'animal, soit par contact à travers les muqueuses, comme c'est le cas avec les CIDR, ou soit par injection. Les traitements lumineux, eux, sont basés sur la perception par les animaux d'une alternance de jours longs, plus de 12 heures de lumière par jour, et de jours courts, moins de 12 heures de lumière par jour. Ils visent à contrôler l'intensité de l'éclairement subi par les animaux par un recours à l'éclairage artificiel et à l'obscurcissement des bâtiments afin de les conditionner et parvenir à décaler leur période d'activité sexuelle. Classiquement, un traitement de jour long comprend des jours de 16 heures de lumière et un traitement de jour court des jours de 8 heures de lumière, ce qui va correspondre aux durées du jour pendant le solstice d'été ou d'hiver. Si tout va bien, environ 35 jours après le passage au jour court, on observe le début des ovulations. Le traitement photopériodique ne permet pas un regroupement des chaleurs. Les ovulations induites vont s'échelonner sur 2 à 3 semaines. Le traitement de jour long, lui, doit durer au moins 75 jours. Si on fait un exemple de calendrier de photopériode qui démarre, disons, au début du mois de février, on va démarrer avec des jours longs d'au moins 75 jours, c'est le minimum. Donc, ça nous mène vers la mi-avril où on va pouvoir démarrer les jours courts. Donc, les jours courts, c'est 8 heures de lumière par jour. Suite aux jours courts, environ 30 jours plus tard, on va pouvoir introduire les boucles. Ça nous mène vers la mi-mai. Les saillies vont démarrer. On va laisser le bouc pour qu'il puisse au moins couvrir 2 périodes d'ovulation, donc environ une trentaine de jours.
Et si nos chèvres ont bien été saillies à la mi-mai lors de l'introduction du bouc, on peut s'attendre à avoir un début des mises bas vers la mi-octobre. C'est sûr que les mises bas vont s'étaler aussi selon si les chèvres ont collé du premier coup ou pas. Pourquoi on voudrait synchroniser des chaleurs? En fait, la synchronisation des chaleurs va permettre le regroupement des chevrottages à une période choisie par le producteur. Donc, une meilleure surveillance des chevrottages et une diminution de la mortalité périnatale. Elle va aussi permettre une meilleure organisation des activités dans la chèvrerie par la formation de groupes de chèvres homogènes. Comme elle permet aussi de connaître le moment exact de l'ovulation, la synchronisation est essentielle quand on veut effectuer de l'insémination artificielle. Il existe différentes techniques de synchronisation des chaleurs, comme le CIDR et l'effet Book. L'effet Book, c'est une technique qui consiste à induire une activité sexuelle chez des femelles qui sont non cycliques, en anestrus saisonnier, mais peu profond, donc juste avant la saison sexuelle. Cette technique-là va permettre un groupage de mise bas avec des pics de fécondation 5 à 10 jours et 20 à 30 jours après l'introduction des boucs. L'introduction du bouc après une séparation complète dans un groupe de chèvres en anestrus va provoquer l'apparition d'ovulation dans les jours qui suivent. Donc, le contact avec le bouc induit une augmentation immédiate de la sécrétion de LH et l'apparition d'un pic préovulatoire qui va déclencher l'ovulation. Pour assurer une bonne efficacité de l'effet bouc, les chèvres doivent être séparées des boucs depuis au moins 3 semaines. On parle d'une séparation visuelle, auditive, olfactive aussi. Lorsqu'on introduit les boucs, ils doivent être en contact direct avec les chèvres et présents en nombre suffisant aussi. Le rapport idéal va être de 1 bouc pour 10 chèvres. Changer les boucs régulièrement, ça permet aussi d'augmenter la stimulation. Si on parle du CIDR, lui, c'est un implant vaginal en silicone qui est imprégné de progestérone. C'est donc une technique d'induction et de synchronisation des chaleurs par un traitement hormonal. Il va consister à simuler certains mécanismes endocriniens qui contrôlent le cycle estral pour induire l'ovulation et l'activité sexuelle à un moment choisi par l'éleveur. Si on parle d'insémination artificielle chez la chèvre, en fait, son objectif, c'est vraiment d'améliorer la qualité du troupeau par l'introduction de nouvelles génétiques par la semence. Elle permet d'utiliser d'excellents reproducteurs tout en évitant d'acheter des animaux dans d'autres troupeaux. Ça limite donc les risques d'importation de maladies extérieures à l'élevage. Il est super important de sélectionner les chèvres qui vont être susceptibles d'offrir un croisement supérieur pour l'amélioration d'un critère donné. Il existe plusieurs critères de sélection des sujets. La production laitière, c'en est un, mais ça ne devrait pas être le seul critère. L'insémination demande de la préparation et certaines compétences particulières aussi. Il faut être en mesure tout d'abord de synchroniser les chaleurs pour connaître le moment exact de l'insémination. Il faut ensuite effectuer une bonne détection des chaleurs et organiser un chantier d'insémination qui va être efficace. Il est conseillé d'éviter d'inséminer les chèvres adultes non fécondées ou qui ont avorté lors du dernier essai, les chèvres qui ont moins de 170 jours en lait, les chèvres de plus de 5 ans et les chevrettes de moins d'1 an, et aussi les chèvres en pseudo-gestation. Si on parle maintenant de la période de tarissement, c'est loin d'être uniquement une période de repos. La période de tarissement, elle contribue par sa maîtrise des mammites et une bonne gestion de l'alimentation au bon démarrage de la prochaine lactation. Le tarissement, il y a différents rôles, comme régénérer la glande mammaire. Donc, la période d'arrêt de la sécrétion du lait va permettre à la mamelle de se reconstituer, ce qui est essentiel. Les cellules sécrétrices du lait, les acinis,
peuvent donc se régénérer pour la lactation suivante. On estime qu'il faut environ 45 jours pour optimiser le potentiel mammaire. Un autre rôle du tarissement, c'est de guérir les infections mammaires, aussi de maintenir ou terminer la constitution des réserves corporelles si nécessaire, et ça permet la préparation de la phase colostrale, donc la production de colostrum. Sans tarissement, la production de colostrum, elle ne s'effectue pas correctement, tant sur le plan qualitatif que quantitatif. La santé des chevreaux va donc être pénalisée. Une bonne période de tarissement devrait durer un minimum de 60 jours. L'objectif en fin de gestation, c'est de maintenir une capacité d'ingestion suffisante pour couvrir les besoins des chevreaux sans pénaliser les réserves corporelles qui sont constituées par la chèvre en fin de lactation. Pendant la période de tarissement, l'animal n'a aucun besoin particulier pour la production laitière, mais les besoins de gestation sont en croissance. Le volume du rumen y diminue parce que les fœtus prennent de plus en plus de place. La capacité d'ingestion diminue donc, pendant que les besoins énergétiques, eux, augmentent. Le poids vif de l'animal va augmenter aussi régulièrement. 3 à 4 semaines avant la mise bas, il faut commencer la préparation de l'ingestion en lactation en limitant l'utilisation des réserves, en limitant l'apport de concentré et en évitant les transitions. La mise bas, c'est un gros stress pour la mère. Il faut donc éviter un stress alimentaire pendant cette période-là. Les 3-4 dernières semaines de gestation, les mêmes fourrages qu'en début de lactation devraient être servis. Ça va prendre les meilleurs fourrages parce que, comme je viens de dire, la capacité d'ingestion est limitée et l'ingestion de fourrage en fin de gestation est directement liée à l'ingestion en début de lactation. Passons maintenant à la section sur la production laitière. Parmi les facteurs qui vont le plus influencer la production laitière, on retrouve la génétique, la parité, l'alimentation, le bien-être des animaux ainsi que la santé. Pour ce qui est de la génétique, la race de chèvre va évidemment avoir une influence sur sa productivité. Au Québec, les races qui sont les plus utilisées sont la alpine, la saanen, la toggenbourg, la lamancha, la nubienne. Celles qu'on retrouve le plus dans les troupeaux sont la alpine et la saanen, parce que c'est elles qui offrent un meilleur potentiel de production. Puis, c'est également ces races-là qui ont le plus de femelles de remplacement de disponibles et de boucs de disponibles pour l'achat. Le potentiel génétique des animaux, c'est également un facteur très important qui influence la production laitière. Élevés dans des mêmes conditions, les animaux n'auront pas la même productivité. Il faut donc sélectionner les animaux les plus productifs, autant en termes de production laitière qu'en termes de composition du lait, en gras et en protéines. Les chevrettes qui proviennent de mères plus productives ont plus de chances d'être également des bonnes productrices. Il faut donc les sélectionner avec soin. Les chevrettes en première lactation auront naturellement une production laitière qui va être inférieure aux chèvres adultes. La production devrait normalement augmenter jusqu'à environ la 4e lactation où elle va commencer graduellement à diminuer. L'alimentation, c'est un des facteurs qui est également très important quand on parle de productivité. Il faut premièrement que les chèvres aient accès en tout temps à une eau de qualité en grande quantité. L'alimentation des chevrettes en jeune âge va aussi avoir une influence sur leur production future. On sait que c'est pendant la phase lactée que les papilles du rumen vont le plus se développer. Plus les papilles vont être développées, plus l'absorption des nutriments va se faire efficacement. Par la suite, pendant la phase de croissance, on veut maximiser la consommation de foin pour favoriser la capacité du système digestif de la chèvre. Plus la chevrette viendra développer ses papilles et sa capacité en jeune âge, plus elle sera productive à l'âge adulte. Une ration bien balancée selon l'état physiologique des chèvres viendra également maximiser la production laitière. Les aliments utilisés doivent être de bonne qualité et bien conservés pour en favoriser l'ingestion en grande quantité. Avoir une bonne régie d'alimentation en servant les bons aliments au bon moment aura également un impact sur la productivité. Il faut idéalement fractionner les repas de concentré pour servir un maximum de 400 grammes de concentré par chèvre par repas.
Les repas de fourrage doivent également être fractionnés ou bien repoussés régulièrement de façon à attirer les chèvres à la mangeoire. Il faut respecter le nombre d'abreuvoirs par chèvre et aussi s'assurer qu'ils sont toujours propres et en bon état de marche. Une analyse d'eau annuelle devrait être effectuée pour s'assurer de la qualité physico-chimique et microbiologique de l'eau. Le bien-être des animaux, c'est un autre facteur très important à considérer. Des chèvres dont le bien-être est compromis produiront assurément moins de lait que des chèvres ayant un bien-être optimal. Il y a plusieurs aspects à considérer quand on parle de bien-être animal. Il faut tout d'abord une bonne ventilation qui va permettre de sortir l'air souillé et la remplacer par un air frais. La ventilation doit aussi permettre de limiter les mouches qui sont des vecteurs de maladies. Elle doit par contre pas apporter de courants d'air qui peuvent être nocifs pour les animaux. Elle aide également à maintenir l'environnement plus sec. Un bon paillage quotidien va aussi permettre d'améliorer l'ambiance dans la chèvrerie et maintenir les animaux plus secs et confortables. La luminosité dans l'étable est aussi à vérifier. On vise d'avoir environ 200 lux au niveau des yeux de la chèvre et vis-à-vis les mangeoires. Quand on parle de confort, on parle évidemment aussi de taille des onglons. Une chèvre qui est moins confortable sur ses pattes va se déplacer moins pour aller manger. On vise un minimum de 2 tailles d'onglons par année, mais l'idéal serait de les tailler 3 fois par année. L'espace dans les mangeoires et dans les parcs, c'est aussi très important pour maximiser la production laitière. Les chèvres adultes ont besoin d'un minimum de 1,5 m² de surface d'enclos. Pour les chèvres gestantes, on peut majorer d'environ 25 pour atteindre un minimum de 1,9 m² par chèvre. Pour ce qui est de l'espace à la mangeoire, les chèvres ont besoin d'un espace qui varie entre 35 et 50 cm selon leur gabarit. Pour des chèvres en gestation, il faut doubler l'espace mangeoire. En fait, le plus important, c'est que chacune des chèvres ait accès à la mangeoire lorsqu'un repas est servi. Un dernier point à prendre en compte quand on parle de productivité, c'est bien sûr la santé des animaux. Un animal qui est malade va manger évidemment moins d'aliments et produira ainsi moins de lait. L'arthrite encéphalique caprine, c'est aussi une maladie dont il faut tenir compte. Les chèvres qui sont porteuses vont produire généralement moins de lait et vont rester moins longtemps dans le troupeau que des chèvres saines. La chèvre a une durée de lactation moyenne de 305 jours. Il est par contre possible d'allonger cette période sur une partie du troupeau. C'est ce qu'on appelle les lactations longues. Cette technique consiste en fait à ne pas tarer les chèvres et à les maintenir en lactation largement au-dessus de la période normale d'environ 10 mois. Pour effectuer des lactations longues, il faut toutefois être vigilant sur le choix des femelles. On choisira préférablement des bonnes productrices avec une bonne persistance de la lactation et une bonne santé mammaire. Il faut aussi faire attention à ne pas mettre en péril le renouvellement du troupeau. On veut aussi avoir de bonnes productrices qui vont avoir des femelles de remplacement régulièrement. Les avantages de cette méthode sont nombreux. On va avoir moins de mise bas, donc moins de chevaux à s'occuper et moins de pertes lors des mises bas. Un meilleur étalement de la production laitière et aussi ça peut permettre le prolongement de la carrière de très bonnes laitières. Il y a par contre aussi quelques inconvénients dont il faut tenir compte, comme le plus faible taux de renouvellement du troupeau, une amélioration plus lente du potentiel génétique du troupeau, une absence de repos du système mammaire et l'ajout d'un groupe d'alimentation parce qu'il faut idéalement leur servir une ration personnalisée. Parlons maintenant de l'alimentation des chèvres en lactation parce qu'il s'agit d'un point majeur pour la réussite de l'élevage. C'est un aspect très complexe de la production parce que de nombreux éléments doivent être pris en considération. C'est pour cette raison-là qu'il est très important de consulter un conseiller en alimentation. Alimenter un troupeau de chèvres consiste à prévoir la nature, la quantité et la qualité des aliments à distribuer, de façon à couvrir les besoins des animaux en énergie, en protéines, en minéraux, en vitamines et en eau. Bien nourrir, c'est faire ingérer à toutes les chèvres des quantités suffisantes et équilibrées d'aliments, malgré la variabilité des besoins et des comportements alimentaires à l'intérieur même du troupeau. L'alimentation doit tenir compte de l'objectif de production laitière à court terme, mais aussi à moyen et long terme. Par ailleurs, le compte de cellules somatiques peut être augmenté même en absence d'infection, notamment en fin de lactation, alors que le nombre de cellules inflammatoires augmente. Ce phénomène est nettement plus marqué chez les chèvres que chez la brebis ou la vache.
Chez la chèvre, plusieurs facteurs, notamment physiologiques, ont une influence parfois importante sur le compte de cellules somatiques, ce qui complique l'établissement et l'utilisation de seuils pour la détection des mammites subcliniques. Plusieurs facteurs viennent influencer les cellules somatiques. Parmi les facteurs physiologiques, on retrouve la parité, le stade de lactation, l'estrus, la race, le stress, la génétique, l'hygiène de traite et de l'environnement. Les infections bactérielles sont une autre cause importante de l'augmentation des cellules somatiques. Pour réduire les cellules somatiques dans le lait de réservoir, il faut tout d'abord identifier les femelles présentant à répétition un niveau élevé de cellules somatiques. Ça peut être fait à l'aide du CMT ou du contrôle laitier. Les femelles identifiées comme ayant des cellules élevées devront faire l'objet d'un examen plus approfondi avant de décider de leur devenir dans l'élevage. Le comptage bactérien total du lait de réservoir, c'est une mesure importante de la qualité du lait, puisqu'il affecte la durée de vie des produits laitiers sur l'étalage, ainsi que la transformation du lait, notamment pour la fabrication de fromage. Certaines classes de bactéries qui peuvent contaminer le lait peuvent même résister à la pasteurisation et affecter les produits après la transformation. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à augmenter le compte de bactéries dans le lait, tels que la prévalence élevée d'infections intramamaires dans le troupeau, une mauvaise hygiène de traite causant une contamination du lait lors de la traite par des bactéries se trouvant sur les glandes mammaires ou sur l'équipement de traite, un mauvais contrôle de la température et ou nettoyage inadéquat de la machine à traire ou du système de refroidissement et de collecte. Le refroidissement trop lent du lait après la traite et une collecte trop peu fréquente du lait de réservoir. À l'inverse, la maîtrise de chacun de ces aspects peut conduire à un compte bactérien plus bas. Pour trouver la cause d'un compte bactérien trop élevé, il faut rechercher de façon systématique les nombreuses causes possibles. Il faut donc évaluer la routine de traite, examiner l'état et l'entretien de l'équipement, vérifier les températures du bassin de refroidissement et de l'eau de lavage, examiner attentivement les chèvres et leur environnement, et faire appel aux divers spécialistes. En production laitière caprine, les composantes du lait sont très importantes parce qu'elles dictent le prix du lait, elles sont un indicateur de la santé du troupeau, elles ont un impact important sur le balancement des rations et elles influencent aussi le rendement fromager. Il y a plusieurs facteurs qui viennent influencer la composition du lait en gras et en protéines, tels que la saison, la température et l'humidité, la race de la chèvre ainsi que l'alimentation. Pour ce qui est de la température, pour limiter les dégâts, il est important d'avoir une bonne ventilation et également avoir de l'eau fraîche disponible en tout temps. Pour terminer, je vais vous parler d'autres petites questions générales. En production laitière, la traite occupe une bonne partie de la journée. Une traite efficace permettra donc à l'entrepreneur de passer plus de temps à la régie de l'élevage. Il est donc important de bien s'équiper pour que chacune des traites ne dépasse pas 2 heures, incluant le temps de lavage des équipements. Le kit de traite devrait être bâti en fonction des groupes de chèvres et pour minimiser les manipulations de celles-ci. Le nombre d'unités de traite devrait aussi être calculé pour minimiser le temps de chèvre à la traite. Comme pour tous les autres équipements de la ferme caprine, les types de systèmes de traite sont très variables d'une entreprise à l'autre. Il y a 3 options de kit de traite qui sont disponibles. Le kit de traite surélevé où les chèvres doivent monter, le kit de traite avec fosse où le producteur doit descendre et le kit de traite rotatif qui est actuellement très peu utilisé au Québec. Le kit de traite peut offrir une sortie par les extrémités ou bien une sortie vers l'avant, qu'on appelle également une sortie rapide. Le lactoduc peut quant à lui être installé en ligne haute ou bien en ligne basse. Dans le système en ligne haute, les tuyaux sont plus encombrants pendant la traite. Le circuit du lait est également plus complexe qu'en ligne basse. Ça peut apporter une fluctuation du vide plus rapidement à risque lorsque le risque n'est pas maîtrisé. Certaines études démontrent ainsi une légère augmentation du compte de cellules somatiques d'environ 50 000 cellules par millilitre lorsque le circuit est en ligne haute par rapport à la ligne basse. Les treilleuses peuvent être munies ou non de retrait automatique.
Avec le retrait automatique, la treilleuse se décroche d'elle-même du pied de la chèvre lorsque le débit du lait devient trop faible. Sans retrait automatique, le treilleur doit retirer lui-même la treilleuse au moment opportun. L'utilisation de retrait automatique est plus dispendieuse, mais a plusieurs avantages. Il y a moins de risques de surtraite qui peuvent engendrer des blessures au treillon. Il est aussi possible d'utiliser plus de treilleuses en même temps, ce qui fait diminuer le temps de traite journalier. On va maintenant regarder les différents rapports de contrôle laitier qui sont disponibles pour les producteurs de lait de chèvre. Ici, nous avons le rapport production et gestion sommaire du troupeau. En rouge, on a le nombre de chèvres présentes au jour du test par parité et pour le troupeau. Ça inclut les chèvres taries aussi. Tout au bout, en dessous du 12 mois, on a le nombre de chèvres qui sont présentes au cours des 365 derniers jours. En vert, on a le nombre moyen de jours en lactation pour les chèvres qui sont en lactation présentes au jour du test. Tout au bout, on a le nombre moyen de jours en lactation pour les chèvres qui ont terminé une lactation au cours des 365 derniers jours. En bleu, on a le nombre de chèvres en lactation, donc le nombre de chèvres qui sont présentes au jour du test par parité et pour tout le troupeau. On a aussi le nombre de chèvres moyens en lactation au cours des 365 derniers jours. Ici, en rouge, on peut voir la quantité moyenne de lait produite par chèvre par jour. Ça inclut aussi les chèvres taries. On a par la suite en vert la moyenne d'âge au chevrotage pour les chèvres qui sont présentes au jour du test selon la parité. Ça nous donne aussi une bonne indication de l'âge au premier chevrotage, qui dans ce cas-là serait de 1 an et 2 mois en moyenne. En bleu, on a le nombre de chèvres sorties du troupeau au cours du dernier intervalle de test. Tout au bout, on a le nombre de chèvres sorties du troupeau au cours des 365 derniers jours. Ça peut nous donner une bonne indication de la réforme du troupeau. Par la suite, on a l'intervalle de vêlage réel. En fait, c'est le nombre moyen de jours entre les deux derniers chevrotages des chèvres qui sont présentes au jour du test. Pour ce qui est de la période de tarissement, on a le nombre moyen de jours de tarissement pour toutes les chèvres présentes dans le troupeau, toutes les deuxièmes lactations au plus et ayant complété une période de tarissement. On termine ce rapport avec la moyenne courante de production. Les lactations complétées ou projetées vont être incluses en autant que la chèvre est mise bas dans les 365 derniers jours. Ça nous donne une bonne idée de la production de nos premières lactations, deuxième lactation et troisième et plus. Sur le même rapport de production et gestion sommaire du troupeau, il y a une section avec des graphiques. On a le graphique du haut qui est le lait corrigé. C'est la moyenne de lait corrigé pour le troupeau au jour du test. C'est donc une production qui est ajustée à la deuxième lactation à 150 jours en lait, 4 de gras, 3,2 de protéines. Ça permet de se comparer. Ensuite, on a le pourcentage de gras et de protéines pour les 12 derniers tests. Les données du dernier jour du test sont inscrites à l'extrémité droite de la courbe. On a tout en bas la persistance au jour du test pour les 12 derniers mois et 12 à 24 derniers mois aussi. Ça indique la variation moyenne de production de toutes les chèvres entre deux tests, corrigés pour un intervalle de 30 jours. Par la suite, le rapport production et gestion met les performances individuelles. Donc là, on va vraiment voir chacune des chèvres individuellement. On a tout à gauche le numéro de la chèvre ainsi que sa race. Dans ce cas-là, à elle, ça veut dire alpine. Par la suite, on a la quantité de lait produite au jour du test sur une base de 24 heures. On a aussi les kilos et les pourcentages de gras produits par la chèvre à partir de l'échantillon de lait qui a été recueilli lors du test. Même chose pour la protéine, juste à côté. Ensuite, encerclé en bleu, on a la date du dernier chevrotage et aussi l'âge de la chèvre lors du dernier chevrotage, en années et en mois.
Ensuite, en rouge, ici, on a le numéro de lactation actuel de la chèvre. Donc, celle qu'on voit, c'est une chèvre qui est en 4e lactation. On a ensuite le nombre de jours en lactation de la chèvre au jour du test. On a sa production totale de lait depuis la dernière mise bas. On a aussi sa quantité totale de gras et de protéines produites depuis la dernière mise bas, en kilos et en pourcentage aussi. Par la suite, on parle plus d'une production cumulative jusqu'au 305e jour en lait pour le gras et la protéine, ou avant 305 jours si la lactation est terminée. Pour les chèvres qui n'ont pas atteint 305 jours en lait, il y a une production projetée qui va être calculée. On voit une petite étoile en début de colonne qui va indiquer que les valeurs sont projetées. Le MCR, c'est la moyenne de la classe de la race. Ça permet de comparer les animaux entre eux. Ensuite, on a la persistance, qui est la variation en pourcentage entre la quantité de lait au jour du test et celle du test précédent. À la toute fin de ce rapport, on a le comptage de cellules somatiques au jour du test en milliers de cellules par millilitre de lait. Et on a à la fin le classement, qui repose sur le calcul d'un lait corrigé, de la parité et le stade de lactation. L'indice 100, ça représente la valeur moyenne du troupeau au jour du test. C'est donc un outil très intéressant pour faire de la sélection et sélectionner uniquement les chèvres qui sont supérieures à la moyenne de notre troupeau. On a aussi des certificats de production qui sont disponibles pour chacune des chèvres dans l'élevage. Ce certificat donne beaucoup d'informations. Bon, on a effectivement en haut l'identification de la chèvre avec sa race et sa date de naissance. On a par la suite le sommaire de chacune de ses lactations. Donc ici, on voit que c'est une chèvre qui a eu 4 lactations. On a l'âge à sa mise bas pour chacune des lactations avec la date, le nombre de jours qu'elle a produit du lait, sa production 305 jours en kilos de lait, mais aussi sa production de gras et de protéines pour les 305 jours. On a les MCR et la production totale qu'elle a faite pendant sa lactation. On a ces données-là pour chacune des lactations qu'elle a effectuées. Puis tout en bas, on a sa production à vie, donc la production qu'elle a fait pendant toutes les lactations où ce qui était présente dans le troupeau. Donc, on voit que cette chèvre, elle a eu une moyenne de lactation. En moyenne, elle a produit 953 kilos de lait par 305 jours. On a la quantité de gras et de protéines aussi qu'elle a produit en moyenne. Et on a sa production totale tout au bout. Donc, on sait le nombre de jours qu'elle a été en lait pendant toute sa vie et le nombre de kilos de lait qu'elle a produit, le nombre de kilos de protéines et de gras. Par la suite, on a les cellules somatiques, le sommaire du troupeau. Ce que vous voyez tout à gauche, c'est la date des 12 derniers tests qui ont été effectués dans le troupeau. Par la suite, on a la moyenne des pointages linéaires obtenus pour chacune des chèvres en lactation qui étaient présentes à la date du test. Le pointage linéaire, c'est un calcul mathématique qui est effectué là, à partir de la valeur du CCS. Pour chaque augmentation d'un point de pointage linéaire, le CCS va doubler. On a juste à côté la donnée qu'on connaît plus, donc la moyenne des CCS des chèvres en lactation qui sont présentes au jour du test, pondérées par leur production laitière. Ensuite, les cellules somatiques, on a la liste de gestion. La liste de gestion, à gauche, on a les informations sur la chèvre. Donc, son numéro, son nombre de lactation, nombre de jours en lactation, la quantité de lait qu'elle a produit, son pointage linéaire et ses cellules somatiques. La chèvre qui va être le plus en haut de la liste, c'est la chèvre qui va contribuer le plus aux cellules somatiques au jour du test. Par la suite, on a le pourcentage des cellules somatiques du troupeau. Ça indique le niveau de contribution des chèvres au CCS du troupeau. La donnée va considérer la concentration en cellules et également le volume de lait qu'elle produit. Donc, on peut dire que la chèvre en haut euh, contribue pour 4 des cellules somatiques du troupeau.
On a ensuite le pointage linéaire des 5 derniers tests. On a le nombre de tests avec un pointage linéaire supérieur à 4 et le pointage linéaire moyen de la lactation actuelle, mais aussi celui de la lactation précédente. Tout au bout, on a les cellules somatiques moyennes du réservoir si on retire uniquement cette chèvre-là. Donc, si on avait des cellules somatiques initialement à 1 027 000, si on retire uniquement la chèvre du haut, on va baisser à 991 000. Si on retire uniquement la deuxième, on va baisser à 993 000. La donnée tout au bout à droite, c'est les cellules moyennes du réservoir si on retire plusieurs chèvres. Donc, dans ce cas-là, si on retire les 2 premières chèvres, on va arriver à une cellule somatique de 956 000 cellules par millilitre. Et si on retire les 3 premières chèvres, on va baisser à 922 000 cellules par millilitre, etc. Ensuite, les résultats individuels. Ici, on a l'information à gauche de la chèvre au jour du test. On a donc son identification, son numéro de lactation, son nombre de jours en lait et aussi son pourcentage de contribution aux cellules somatiques du troupeau. Ensuite, on a les cellules somatiques et le pointage linéaire en dessous de chacune des chèvres pour les 12 derniers tests. Il est aussi identifié quand la chèvre est à riz. Et si on va tout au bout à droite, on a la moyenne individuelle des cellules somatiques et du pointage linéaire de la lactation qui est en cours, mais aussi de la lactation précédente. Ça permet donc de comparer les lactations entre elles. Donc, finalement, dans le contrôle laitier, on retrouve beaucoup d'informations, mais qui nous permet en fait de connaître la production laitière et aussi la composition du lait pour chacune des chèvres du troupeau. Ça permet aussi de connaître les cellules somatiques de façon individuelle pour chacune des chèvres. Ça a donc pour avantage de permettre d'effectuer une bonne sélection des chèvres, autant pour les chevrettes de remplacement que pour la réforme, de bien alimenter les animaux selon leur production réelle et de mieux maîtriser la qualité du lait et avoir des données pour agir aux besoins. Il est évident que l'amélioration de la génétique, la rentabilité des troupeaux et l'évolution de la production, ça passe par la prise de données et un bon contrôle de la production laitière.